Antoine. Hier, tu sais, on s'était plus ou moins parlé, on était un peu en désaccord, je crois, sur la pratique du trail aujourd'hui. Il y en a beaucoup en fait des pratiques trail aujourd'hui, Jimmy, et on en est l'exemple même. Moi, je roule pas du tout de la même façon dont tu roules, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à côté de nous, on a 2 nouveaux vélos et pas un seul nouveau vélo de trail qui serait le vélo ultime. Moi, je pense que tu as bien résumé la situation. Aujourd'hui, le trail, il y a une personne qui va rechercher plutôt cet aspect performant, léger, qui peut bien pédaler mais qui est capable de faire énormément de choses. Et de l'autre côté, tu vas avoir une personne comme toi qui va aimer envoyer du gros, rouler très vite, avoir une suspension qui marche du feu de Dieu. Moi, j'aime bien effectivement parler des gros vélos, mais est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ton vélo que tu as ramené là aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres sur ce vélo quand même. Carrément. Alors, nouveau Stump Jumper, donc Stump Jumper classique. Donc, il a beaucoup été travaillé dans sa qualité de roulage surtout, donc que ce soit à la montée ou à la descente. Et la première chose qu'on peut voir sur ce vélo, c'est le changement de suspension. Donc on a des suspensions qui ont été complètement retravaillées. On passe sur un châssis qui est 140 mm à l'avant, 130 mm à l'arrière, donc un peu plus petit que ce que l'on a connu. Pareil, un châssis adapté avec le châssis de suspension qui est adapté. Donc Fox 34, amortisseur float, donc quelque chose de plutôt léger, performant mais léger. Et surtout en fait, ces suspensions elles sont un tout petit peu plus fermes grâce en fait à Ericston qu'on met en place sur les VTT depuis des années. Et le châssis en lui-même, est-ce que c'est un vélo qui est très rigide ou au contraire qui est très très souple? Comment est-ce que tu définirais ce châssis en fait? Alors la définition qu'on en a donnée, c'est équilibré. Ça veut un peu tout et rien dire, équilibré, mais ce châssis en fait il n'est pas extrêmement rigide. C'est très bien d'avoir un vélo très rigide en descente, on le met exactement où on veut, la roue avant elle suit la roue arrière. Par contre, au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures de sortie, on n'arrive plus à mettre le vélo où on veut parce qu'il est trop rigide. Donc là cette rigidité elle est contrôlée. On a vraiment un châssis qui est orienté autour du confort, qu'on puisse le rouler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et qu'on puisse toujours avoir les mêmes performances. Ouais, ce sera l'idéal sur des longues sorties comme des sorties courtes et puis ça pardonnera aussi peut-être des erreurs de pilotage, pourquoi pas. Exactement. Au niveau géométrie, c'est comme l'ancien ou il y a eu des changements? Pas mal de changements aussi au niveau géométrie. Donc on passe sur une géométrie en S-sizing, donc ce qui est connu sur l'enduro et le démo. Tu peux me réexpliquer ce que c'est que S-sizing? Ouais, bien sûr. C'est ce qui a été implémenté sur le démo avec le système S3. Donc c'est Style Specific Size. Donc en fait, on ne choisit plus sa taille qu'en fonction de sa taille hors tout. On l'a choisi aussi en fonction de son style de pilotage. Donc si on le résume concrètement, on va avoir le collier de tige de selle qui augmente beaucoup moins que par le passé entre les plus petites tailles et les plus grandes tailles. Et surtout, on va avoir la douille de direction qui monte beaucoup moins aussi. Donc en fait, on peut avoir exactement la même position entre 2 tailles. Que je roule une petite taille ou une grande taille, je pourrais mettre la même hauteur de selle et la même hauteur de poste de pilotage. Donc tu es en train de dire qu'une personne qui fait 1m73 elle pourrait choisir entre plusieurs tailles, c'est ça? Exactement. Et on le voit très bien aujourd'hui. Moi, je fais 1m73, tu fais 1m73 également. Moi, j'ai choisi S3 parce que c'est un petit peu plus maniable, c'est un peu plus vif, ça correspond à ce que j'ai envie de rouler. Donc un médium grosso modo, si grosso modo un médium. Dégrossir le trait. Et toi, tu as à peu près la même hauteur de selle que moi, tu as la même hauteur de poste de pilotage, mais tu es parti sur un S4. Et ça te permet d'avoir un vélo un peu plus long, un peu plus stable, et du coup dans le défoncé, le vélo il se comporte un peu mieux. Et toujours par rapport aux tailles, donc on parle de S-sizing, et on commence à partir de quel S et quelle est exactement la correspondance? 6 tailles, S1, S6. Donc le S1 ça correspond à peu près à un XS 27.5 de l'année dernière, à savoir qu'on est uniquement en 29 sur le nouveau Stump Jumper, mais ça permettra de faire rouler des personnes qui font à peu près 1,50 m sur ces vélos. Donc des toutes petites personnes qui pourront monter sur un vélo de trail super joueur à rouler. Et inversement, on parle de S-sizing et j'ai aussi entendu parler de châssis entièrement carbone, mais avec des dimensions de cadre variées aussi sur les petites tailles et les très grandes tailles. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Alors du coup S1, S6, le S6 ça correspond à peu près à un XXL. Donc c'est les personnes qui roulent XXL, elles sont très grandes et elles ne demandent pas du tout la même chose du vélo. Surtout en fait elles n'ont pas la même action sur le vélo. Donc on retrouvera de la taille S1 à S4 un triangle arrière assez court, avec des bases en 432 mm. Et pour les grandes tailles, S5, S6, donc pour les plus grands gabarits, un triangle arrière différent, donc avec des bases un peu plus longues qui font 442 mm, pour vraiment matcher avec ce triangle avant qui grandit et avoir aussi ce triangle arrière qui grandit et matcher avec les envies de roulage de ces grandes personnes. C'est un peu le Rider First Engineer adapté aussi sur le VTT avec des tailles de châssis qui augmentent en fonction de la taille du pilote, quoi. Complètement. Et on parlait de géométrie, la géométrie elle a pas mal évolué aussi en termes de chiffres. Donc c'est une géométrie qui est très progressive, qui est vraiment dans l'air du temps.
avec du coup un angle de tube de direction à 65 degrés, donc plus ouvert qu'auparavant, pour amener de la stabilité, un reach un peu plus long, pour avoir un vélo encore un peu plus stable, et surtout quelque chose qui se fait beaucoup et qui aide beaucoup dans les passages raides et techniques, un angle de tube de selle qui a été redressé à 76 degrés. On a fini par rapport à la géométrie. Moi j'ai compris pas mal de choses là par rapport à ce que tu me dis, mais toi tu me parlais tout à l'heure, hier même, d'un vélo qui doit absolument être léger, pratiquement un vélo de cross-country aujourd'hui. Mais du coup ça donne quoi en termes de poids? On a enlevé pas mal de petites pièces, on a travaillé beaucoup sur le lay-up carbone, donc la façon dont le vélo il est fait. C'est très inspiré de ce qui a été fait sur la Ethos, le vélo de route qu'on a lancé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est fait par le même laboratoire de recherche Specialized à Fribourg. Et on a une version S-Works qui dispose de l'extension d'amortisseur en carbone. Et là, le vélo, il tombe à 12,2 kg. Il y a un truc que j'ai remarqué sur ton vélo qui a sur le mien et qui n'y a pas sur le tien, c'est le pivot qui est à l'arrière, le Horselink. Ouais. Sur ce vélo, plus de Horselink, on part sur un triangle arrière qui est très ressemblant à ce qu'on a sur les Epic et Epic Evo. Donc cette petite pièce qui permet en fait d'avoir une cinématique un peu différente sur les Stump Jumper. Elle n'y est plus sur ce nouveau Stump Jumper. C'est aussi dans un souci de poids. On enlève des pièces en alu, on enlève des renforts carbone, donc forcément on arrive à... La construction carbone elle est différente. Ouais, voilà. On arrive à avoir une performance poids qui est exceptionnelle aussi grâce à ça. Et surtout aussi ça ajoute beaucoup de vivacité à l'arrière du vélo. Donc on retrouve un petit peu cette efficacité au pédalage, ce vélo qui a envie d'envoyer à la montée, grâce un petit peu au fait qu'on ait enlevé ce Horselink. Mais toi ça te plaît ça, hein? Ça me plaît beaucoup, ouais. Et surtout la construction, on reste sur quelque chose quand même qui est assez souple à l'arrière. On est sur le même principe du coup que les Epic et Epic Evo comme on l'a dit, mais les bases fléchissent légèrement, donc elles simulent quelque part un petit peu ce point de pivot. Par rapport à l'aspect polyvalent, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tu voulais un truc qui reste quand même polyvalent. Est-ce que tu peux me dire vraiment ce qu'il en est? Parce que là, je voudrais en savoir plus moi. Eh ben, le but de la polyvalence, pour moi en tout cas dans ma pratique trail, c'est d'avoir un vélo avec lequel je puisse aller partout, tout faire, monter, descendre, je ne me pose pas de questions. Et donc sur ce vélo, on a toujours laissé le petit flip chip qui est au pied de l'amortisseur, donc cette petite pièce excentrique qui permet de modifier la géométrie, donc ça lui amène encore un peu plus de polyvalence sur différents terrains, différentes expériences que l'on va avoir avec le vélo. Donc ce petit flip chip, en le tournant en position haute ou en position basse, on peut jouer sur la hauteur du boîtier de pédalier avec 7 mm. D'accord. Et on peut refermer un petit peu l'angle ou ouvrir un petit peu l'angle de tube de direction de 1,5 degré, donc 65 ou 65,5. Donc c'est soit en position basse, on a le boîtier au plus bas à 0 et l'angle de direction ouvert. Exactement. Et si on passe en position haute, on remonte de 7 mm le boîtier et on referme l'angle de direction d'1,5 degré. Exactement. Si on veut aller dans des trails qui sont un petit peu plus sinueux, plus de pédalage, ça va vraiment être le réglage le plus optimal de remonter un peu ce boîtier et fermer un tout petit peu l'angle. Et il y a une autre chose qui va dans la polyvalence avec ce vélo, c'est on n'a pas oublié de mettre la Swatbox. La Swatbox dans laquelle que l'on a sur les Stump Jumper depuis 2016, donc sur toutes les versions carbone, donc cette petite trappe qui nous permet de glisser les choses à l'intérieur du down tube. On la garde sur ce vélo parce que c'est hyper important. Si je vais faire 30 bornes, je ne veux pas prendre de sac à dos, je mets tous mes outils dans le down tube, je mets ma petite veste SWAT à l'intérieur également, et ça m'évite de prendre un sac à dos, et donc c'est ultra pratique sur le trail. Je pense qu'on a à peu près fait le tour du mien, on n'est pas trop mal. Par contre le tien il m'intrigue beaucoup, Jimmy. Ça a l'air d'être un bon gros bébé. Bah ouais, il est un peu à l'image de ce que j'aime dans la pratique du trail, c'est que on a un vélo qui a une géométrie qui est agressive, mais qui est quand même capable de pédaler correctement, parce qu'on n'a pas un vélo qui pèse non plus le poids d'un vélo de descente. Et on a un vélo qui va être capable d'accepter des géométries complètement différentes. Et moi, c'est exactement ce qui me plaît dans le trail, c'est que un jour, on a envie de faire du gros pédalage, on veut faire des grandes sorties avec un angle de direction relativement refermé. Et éventuellement, le week-end d'après, on va se faire un week-end en bike park ou à Finale Ligure, en faire que des shuttles par exemple. Là, on peut ouvrir à fond l'angle de direction, rabaisser le boîtier. Et moi, c'est exactement ce que j'attends d'un vélo trail aujourd'hui. Quand tu parles de qualité de roulage du nouveau Stump Jumper Evo, qu'est-ce qui a été retravaillé sur ce vélo pour encore améliorer cette qualité de roulage? On s'inspire de ce qu'on a connu avec l'enduro, avec le démo.
on a une nouvelle cinématique de suspension qui reprend l'architecture qu'on avait sur le Stumpjumper, mais avec des points d'ancrage qui ont été complètement revus. Et en fait, on va avoir cette trajectoire de roue arrière qui part légèrement sur l'arrière pour garder un maximum de vitesse dans les parties les plus cassantes. Donc un pierrier par exemple, la roue arrière part très légèrement sur l'arrière et on va avoir en fait beaucoup plus de vitesse qui est maintenue grâce à cette trajectoire de roue arrière. Plutôt que d'aller dans l'obstacle, elle va légèrement reculer, ce qui va éviter de buter vraiment dans l'obstacle et les angles par exemple. Ok, donc vraiment comme sur le démo et l'enduro, ce vélo qui s'allonge légèrement dans le début du débattement. Très légèrement. Après, il y avait un truc avec le ratio de compression aussi avec l'ancien Stumpjumper qui avait déjà été retravaillé. Là, en fait, le ratio de compression de l'amortisseur, il a été travaillé à la roue arrière pour permettre en fait au vélo d'avoir beaucoup plus de linéarité par rapport à ce qu'on avait avant. On se rapproche énormément de la courbe de compression que l'on a avec l'enduro. Donc, on a cette sensation de débattement infini. C'est-à-dire que quand on prend une compression, qu'on va prendre notamment un choc assez fort, assez violent, on ne va pas avoir cette sensation de vélo qui devient dur très rapidement. On a vraiment une sensation de débattement continu, infini, qui ne va pas du tout donner cette dureté dans les jambes et cette résistance et cet impact qu'on va recevoir. Ok, mais là tout ce que tu me dis là pour le moment c'est globalement lié à la descente. Ce vélo il pédale quand même parce que c'est un vélo trail. Moi je sais que j'aime beaucoup pédaler avec mon vélo trail, mais j'imagine que le tien il pédale aussi. Ouais, bien sûr, il pédale, ça c'est effectivement ce qu'on va attendre d'un vélo de trail. On a une cinématique qui a été travaillée aussi pour permettre d'avoir un meilleur kickback et que le vélo pédale énormément. Donc ça a été également le point crucial travaillé sur ce vélo. Mais les suspensions, elles, sont également différentes par rapport au Stumpjumper. Il y a une grosse fourche devant, 160 mm de débattement et une fourche qui est en 36. Et on a un amortisseur avec une bonbonne séparée également avec 150 mm de débattement derrière. Donc là, on est vraiment plus sur une optique agressive dans la discipline. Agressive dans la descente, mais qui me permet quand même d'arriver en haut des trails. Exactement. Tu as beaucoup parlé de géométrie, ça a l'air d'être un truc, d'être un sujet que tu aimes beaucoup en tout cas sur les vélos. Je sais que tu es très geek là-dessus. Ouais, ça me tient à cœur. La géométrie de ce nouveau Stumpjumper Evo, qu'est-ce que ça donne? Géométrie, quand on parle sur le trail, la nouvelle géométrie, on va avoir évidemment des géométries très agressives. Donc on va avoir un angle de direction qui est très ouvert et un boîtier pédalique qui est très bas. Mais on va aussi avoir la possibilité de modifier un petit peu tout ça. Et on a un vélo qui reprend également ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec le S-Sizing. Donc ce qu'on a eu par exemple avec le Demo 8 en 2015, là on reprend ce S-Sizing, donc les 3 S, Style Specific Sizing. Et là, on va avoir effectivement cette hauteur de selle qui varie très peu par rapport au collier de serrage suivant les tailles. Et idem avec le reach qui augmente au fur et à mesure sans forcément avoir un stack du vélo qui augmente énormément d'une taille à l'autre. Donc on va pouvoir recroiser les tailles d'une personne d'1m73, 1m75 pourra choisir entre 2 voire 3 tailles suivant son style de pilotage et ses envies. Sur celui-là, on l'a vu, il y a 2 triangles arrière. J'imagine que sur le Stump Evo, c'est la même chose. Donc le triangle arrière, on va être en version courte en 438 et 10 mm de plus pour les grandes tailles en 448 pour la version S5 à S6. Donc si je comprends bien, pareil, S-Sizing, 6 tailles encore. Donc en gros un XS et en gros un XXL quelque part. C'est ça. S1, S6. Et avec du coup toutes les tailles qui sont de plus en plus grandes, mais progressivement, ce qui permet de passer à peu près des personnes qui ont des hauteurs de selle ultra différentes sur toutes les tailles. Ça, c'est effectivement le cas. L'autre chose également, c'est qu'on a des hauteurs de selle qui vont varier de la plus petite taille à la plus grande taille. Donc sur les S1, on va avoir des petites hauteurs de selle, des petites sorties de tiges de selle. Et sur les grandes tailles, on va augmenter le débattement des tiges de selle au fur et à mesure des tailles que l'on va avoir. Ok, ce qui permet en fait d'avoir de la tige de selle qui reste à l'intérieur du cadre et d'avoir juste du débattement de tige de selle qui monte. Exact. Je pense que j'ai à peu près bien compris la géométrie de ce vélo, elle m'a l'air beaucoup plus agressive que le Stumpjumper que j'ai à côté de moi. Par contre, tu parlais d'ajustabilité, tu as envie d'avoir un vélo qui reste très ajustable, sur lequel tu peux faire plein de modifications. Qu'est-ce que tu as comme ajustabilité sur ce Stump Evo? Alors la grosse nouveauté qu'on a sur celui-ci, c'est qu'on va avoir en fait un angle de direction qui est variable, mais ça c'est à partir du jeu de direction directement, donc la coupelle supérieure du jeu de direction va être interchangeable. On a d'origine la coupelle de jeu de direction qui va être à l'angle 0, donc ça c'est à 64,5 degrés. Et ensuite on a une deuxième coupelle de jeu de direction qui est livrée avec le vélo, qu'on va pouvoir intervertir au niveau de la position, en la positionnant en position plus 1 ou moins 1 degré. Et donc là on va passer de 63,5 degrés à 65,5 degrés. Donc on peut vraiment modifier énormément l'angle de direction, ça c'est une première chose.
On peut avoir à la fois la géométrie d'un Stump Jumper Evo qu'on avait la saison précédente et la géométrie d'un Stump Jumper Long Travel qu'on avait aussi cette année. Ok, donc beaucoup de géométrie sur un seul vélo. Et si je comprends bien, la petite coupelle dont tu parlais, c'est une coupelle avec un perçage en fait excentrique et tu la pivotes et donc ça te fait +1, -1. Exactement. Sur ce nouveau Stump Jumper, on a également le Horselink qui est une pièce excentrée. Comme sur le Demo 29 de cette année, on a en fait cette petite pièce qui permet de reculer plus ou moins les bases, une position également haute et basse au niveau du boîtier pédalier. Donc quand on augmente plus ou moins le recul de l'axe de roue arrière, eh bien on va remonter le boîtier pédalier ou le descendre suivant ses envies. Et donc ça va également impacter le jeu de direction. Moi franchement au niveau des géométries, je me retrouve parfois un peu perdu. Est-ce que tu sais ce qu'on a fait pour pouvoir réfléchir correctement par rapport à ça? Je comprends que tu puisses être perdu parce que tu as de quoi jouer devant, de quoi jouer derrière. Il y a moyen de bien vite se perdre. Dis-moi qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a 6 possibilités de géométrie, d'accord? Juste sur le vélo tel qu'on a devant nous. Eh bien, d'origine, avec le vélo, vous avez le manuel utilisateur. Dans le manuel utilisateur, vous retrouvez un tableau sur lequel il y a tout d'expliqué avec toutes les tailles et les effets que vont avoir chaque point d'ancrage que vous allez changer. Donc exactement ce que va impacter la hauteur de boîtier pédalier lorsque vous changez le Horselink ou alors l'angle de direction. Si vous le changez d'1 degré, eh bien vous allez avoir exactement les effets sur la géométrie, hauteur de boîtier et ainsi de suite. Oui, parce que moi les manuels utilisateurs, Jimmy, tu sais que la plupart du temps ils restent dans le carton et je les lis jamais, donc j'espère qu'il y a un truc en plus. Alors si tu fais comme la moitié des gens qui ont un manuel utilisateur entre les mains, c'est-à-dire ne pas le lire, et bien sur le site internet specialized.com, tu auras ce qu'on appelle un configurateur de géométrie. Donc en fait, sur le configurateur de géométrie, tu pourras expliquer le terrain sur lequel tu roules, si tu roules sur un terrain très pentu avec énormément de rochers par exemple, ou si tu roules sur des pistes plutôt roulantes et rapides, eh bien on va te donner des configurations à suivre en fonction de ça. Ça c'est super parce que en tant qu'utilisateur, je peux vite être perdu et pour moi, des fois 63 degrés, ça veut rien dire. Et là, s'il y a un mot qui va en face, par exemple pentu, ça va aider beaucoup de personnes en fait, à pouvoir choisir leur géométrie plus facilement. Ça, c'est un autre point hyper positif, exactement. On l'a dit tout à l'heure, on a un vélo qui a un côté hyper ajustable et on n'a pas évoqué le fait que, honnêtement, moi, ce que j'adore aujourd'hui, c'est les mulets. Les mulets? Pas les petits mulets. Non, pas le mulet. Le mulet coupe de cheveux, non. La position sur le vélo, ouais. Grande roue avant, petite roue arrière. Et le mulet, c'est ça pour moi en fait. Quand on parle de mulet, c'est le style sur le vélo, mais c'est surtout voilà, une petite roue arrière pour l'aspect agressif. Et en fait, ce nouveau Stump Jumper est compatible avec cette philosophie, avec une roue différenciée avant-arrière, une roue avant 29 pouces et une roue arrière 27,5. Et on remplace cette pièce d'amortisseur et on est capable de mettre une petite roue arrière sans rien changer d'autre sur le vélo. Donc ça colle vraiment avec cet esprit, cette, je ne vais pas dire mode, mais cette façon de rouler qui est très actuelle, que l'on voit surtout en descente et en enduro, avec cette grosse roue avant pour la direction, et cette petite roue arrière pour la maniabilité. Ouais. Donc vraiment un vélo dans l'air du temps, quoi. Ça, c'est un vélo qui va être hyper placé pour rouler en bike park ou même rouler sur des trails un peu pentus et avec un pilotage agressif. Et moi, j'ai bien envie de tester tout ça. J'imagine, surtout quand tu es dans la pente et que tu dois bien mettre les fesses derrière la selle, là, la petite roue, ça doit bien te laisser de la place. Ouais, et puis c'est vif dans tous les petits virages relevés et tout, on a un dynamique qui est juste extra. On a pas mal parlé de l'ajustabilité. Après, du coup, tu m'as dit que c'était un 160-150, donc ça lui offre des capacités qui sont assez impressionnantes. On parle aussi du Rider First Engineered par rapport à ça en fait. Le Rider First Engineered, quand on explique sur celui-ci, c'est que on a les deux triangles arrière par rapport aux tailles de vélo. Petite taille de S1 à S4, on a une longueur de triangle arrière courte. Sur les très grandes tailles, on a un triangle arrière qui est plus long. Et on a également des différences par rapport au Stump Jumper au niveau des points d'ancrage d'amortisseurs et de biellettes qui sont eux renforcés et bodybuildés. On a vraiment des points d'ancrage qui ont été revus à la hausse pour vraiment répondre à cette pratique qui est plus agressive. Là, on ne recherche pas le gramme près, on recherche plutôt un vélo qui est fiable dans la durée avec des sollicitations beaucoup plus engagées en descente par exemple. Donc si je comprends bien, toute la construction carbone et tout ce qui est autour de Rider First Engineered, c'est orienté dans une certaine rigidité et une certaine fiabilité sur le long terme. Ouais, exact. Et j'ai vu ta Swatbox, Jimmy, elle a l'air vraiment plus grosse que celle que j'ai sur le Stump Jumper. Et j'ai l'impression que c'est comme un petit peu un Kinder Surprise, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses dedans. Sur ce nouveau Stump Jumper Evo, là où je suis super content, c'est qu'il y a une taille de Swat Door qui a été agrandie et dans laquelle ils ont mis tout simplement
un bladder, une poche à eau, donc qui fait 650 ml, donc ça reprend cette taille de bidon et on peut remplir son bidon en milieu de sortie et tout à l'heure ça nous a bien servi quand même. Ouais, carrément, quand tu l'as sorti, moi j'avais bien soif et c'était assez cool de pouvoir remplir nos bidons. Donc c'est une petite poche souple, un peu comme les gourdes de trail que l'on voit un peu partout là. Ouais, et exactement. du coup tu peux la glisser dans le down tube. Ça passerait sur un stump jumper, tu penses? Il faudrait essayer, mais très sincèrement, je pense qu'on ne pourra pas passer les 650 ml une fois qu'elle est remplie, puisque l'eau est incompressible. Donc il faudrait peut-être mettre la moitié, mais ça ne répondrait pas forcément à la demande. On perd un peu l'intérêt de ce Sweat Bladder. Donc, et ce Sweat Bladder, est-ce qu'il est fourni avec les vélos? C'est fourni avec tous les Stump Jumper Evo cette année. Je pense que j'ai bien compris à quoi servait ton vélo, Jimmy. Ça a l'air d'être un beau vélo aussi, j'ai un peu hâte de le rouler également. Si on reprend un petit peu les deux vélos qu'on a à côté de nous, Jimmy, en termes de standard en tout cas, le Stump Jumper qui est derrière moi, châssis 29-29, 140 mm de débattement à l'avant, 130 mm de débattement à l'arrière. La fourche, on peut mettre une 150? On peut mettre une 150, maximum par contre, débattement max sur ce vélo 150 mm. Au niveau du boîtier de pédalier, on est resté sur un boîtier de pédalier fileté. Ah, ça c'est cool. Donc ça c'est cool pour l'atelier, c'est cool pour les cyclistes. On a deux fixations ISCG, un pour l'antidéraillement, c'est ça? Exactement, deux fixations ISCG, donc on n'en a pas trois, mais deux, donc qui permet déjà de mettre des bons antidéraillements. En termes de tige de selle, on est à un diamètre de 34,9. Donc la plupart des selles qui sont montées dessus, c'est 30,9, mais il y a un petit réducteur de diamètre à l'intérieur. Et l'amortisseur, tu as quoi, un amortisseur métrique? Alors c'est un amortisseur métrique, donc je peux monter n'importe quel amortisseur qui est dans ces dimensions. Par contre, bien sûr, les amortisseurs qui sont montés dessus sont RX-Tune, comme on l'a dit. Donc la clapetterie, le volume d'huile, le volume d'air est travaillé pour la cinématique. Par rapport au pneu maximum qu'on peut avoir dessus d'origine, ça va être quoi? Maximum conseillé 2.5. Donc par rapport au passage des pneus dans les haubans et les bases, on conseille jusqu'à 2.5. Et du coup, si on passe sur le tien, Jimmy, 29-29 également. Ouais, Stump Jumper Evo 29-29. Il y a une version 29-27.5 à l'arrière. Le vélo, dans sa généralité, il est compatible avec du 27.5 aussi à l'arrière. Après, du coup, tu nous disais en termes de débattement maximum? C'est 160 mm de débattement devant, et ça, c'est le maximum que le cadre est capable d'accepter. Et derrière, on va avoir 150 mm de débattement. Amortisseur métrique? Amortisseur métrique, on est sur du 210 mm d'anthrax et 55 mm de course. Donc on peut mettre un amortisseur ressort, par exemple, pour ceux qui veulent. Au niveau du boîtier fileté, j'imagine? Exact, boîtier BSA, donc au même standard, 73 mm. À la différence du tien, c'est que sur celui-ci, on a 3 plots ISCG, donc les fixations d'antidéraillement pour pouvoir mettre des antidéraillements un peu plus balèzes aussi, plus costauds, plus résistants pour la descente. Et on va avoir des pneus en 2.5 maximum à l'arrière. L'autre chose aussi, tige de selle, cadre 34,9, et les tiges de selle qu'on va avoir dessus majoritairement sont en 30,9 avec des débattements de plus en plus grands par rapport aux tailles. Le débattement maximum, il me semble que c'est 210 mm. Exactement, vous le verrez sur la version en fait limited, on a une tige de selle One Up avec un débattement maximum de 210 mm sur les grandes tailles. Assez bluffant. En termes de freinage aussi, il me semble que tu as des disques qui sont assez gros à l'avant et à l'arrière. Ouais, maximum on est sur du 200 mm avant-arrière, donc pareil un type de vélo un peu plus agressif pour répondre un peu à la demande dans la pente. Et puis pareil, le freinage aussi a été revu à la hausse avec en règle générale du code RSC pour les versions les plus haut de gamme. Donc ça va répondre pareil au gros freinage qu'on peut avoir sur des journées sur ce genre de pratique. En shuttle quand on va à Finale-Ligure ou peu importe l'endroit. Ok, je pense que j'ai bien cerné ton vélo, j'ai bien cerné le mien aussi en tout cas. J'espère que tu as bien cerné le mien. Ouais, j'ai bien compris le tien. Ouais. On va aller retourner rouler, juste pour se finir la journée un petit coup au soleil, faire un petit champ de bosse, un truc un peu sympa. Hein. Cool.